Bonjour Gilles Babinet. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir chez vous, en l'occurrence, pour parler entre autres de votre livre, pour parler aussi de votre actualité. Votre livre qui est L'ère numérique, un nouvel âge de l'humanité, aux éditions Le Passeur, que vous avez un petit peu écrit pour directement vous adresser aux institutions poussiéreuses, on a le sentiment. Ouais, c'est assez vrai. Celles que vous avez rencontrées en tant que patron du CNN, vous le dites dans le livre, il y a un long chapitre là-dessus sur la déception, on va le dire comme ça, qui a été celle qui a présidé finalement à votre période CNN. Oui, au-delà d'une déception, c'est le constat qu'effectivement l'appareil politique, les institutions ne sont pas familières du numérique et que dans la mesure où c'est une révolution sociale et économique, c'est important qu'ils comprennent. Et ce que je dis avec un brin de provocation, mais assez volontiers aujourd'hui, c'est que s'il y a une fracture, c'est pas finalement les populations précaires sur lesquelles je pense c'est le plus problématique, c'est surtout sur les élites. Parce que les élites ont en main les destinées de ce pays, et si elles ne comprennent pas ces enjeux, elles vont pas pouvoir piloter de façon efficace la transition. Vous êtes sorti de cette expérience du CNN avec de la frustration, le mot est employé dans le livre. Oui, j'ai eu une frustration parce que je longtemps pensé que j'étais pas entendu, et je dois dire que j'en ai retiré une méthode de communication qui est, je qualifierais de guérilla positive. C'est-à-dire que je suis toujours ouvert au dialogue, mais je suis parfois assez corrosif dans mes propos. Pourquoi est-ce que vous avez rempilé finalement sur une nouvelle fonction avec les institutions en étant digital champion de Fleur Pellerin pour la Commission européenne? Parce que je suis vraiment pro-européen, je crois profondément à l'Europe, et d'ailleurs, les institutions européennes, on y trouve des gens qui comprennent mieux, je pense, qu'en France, ces enjeux-là en général. Vous avez le sentiment que ça se passe mieux là-bas à Bruxelles, par exemple? Ouais, je pense que c'est probablement dû au mode de recrutement des fonctionnaires européens, qui est un recrutement sur concours, mais effectivement, c'est des gens qui comprennent, par exemple, les enjeux de la big data, du cloud, les enjeux des données privées, et ainsi de suite. Ce sont peut-être des gens qui sont moins focalisés que ceux que vous avez trouvés en France sur le sujet Adopi à l'époque. D'ailleurs, vous êtes méfié comme vraiment de la peste de ce sujet-là. Oui, parce que je pense que c'est un sujet négatif et qui donne une image négative des enjeux qui nous intéressent. J'étais plus intéressé par les enjeux positifs qui sont extrêmement nombreux, de transformation de la société par le numérique, et c'est ce dont je parle surtout dans mon livre. Votre rôle de digital champion doit se renouveler en 2014 en avril ou pas? C'est une fin quelque chose? C'est pas très clair. C'est pas très clair, et j'en saurai plus, je pense, la prochaine fois que j'irai à Bruxelles, mais ça n'est pas nécessairement une fin. L'idée même du livre que vous venez de signer, L'ère numérique, donc aux éditions Le Passeur, c'est qu'on est tous au seuil d'une véritable révolution, peut-être plus importante que la révolution industrielle, et que tout le monde n'a pas pris la mesure de ça. C'est vraiment une sorte de cri pour essayer de poser ça. Oui, c'est exactement ça. C'est de dire que il y a effectivement un changement de paradigme qui est extrêmement brutal, extrêmement violent, et que je crois que le niveau d'impréparation d'un certain nombre de pays est important, et qu'il faut pour autant faire tout pour que à la fois la société civile, mais aussi les institutions comprennent ces enjeux, s'en emparent, et finalement qu'on préempte notre futur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est plutôt dans l'incompréhension au niveau des élites ou dans la peur de ce changement? Bon, l'un va pas sans l'autre. Je pense que il y a une peur d'être déconsidéré, et effectivement, il y a plutôt une volonté d'ignorer ce phénomène ou de le maltraiter. On voit par exemple un certain nombre de politiques qui s'attaquent à Twitter en disant que Twitter est le porteur des rumeurs, ce qu'il est effectivement, mais pas que. C'est aussi un fantastique outil d'information. Et je crois que c'est une façon pour eux de continuer à exister dans le monde ancien. Il y a deux façons de voir cette révolution, ce changement de paradigme. Il y a une vision pessimiste, que vous pouvez avoir d'ailleurs sur certains sujets, notamment par exemple sur les données personnelles. Là, vous êtes quand même assez pessimiste et c'est un des rares moments du livre. Vous oscillez vous-même entre le positivisme et puis la méfiance sur certains sujets. Oui, et je pense que ça montre bien d'ailleurs que j'ai pas une posture idéologique brutale et non réfléchie. Je crois que c'est une nouvelle technique, et comme toutes les techniques, elles apportent des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Et je pense que il faut s'interroger franchement. Il y a un autre aspect qui est un aspect qui me préoccupe, c'est celui de l'emploi. J'évoque la disparition de l'emploi possible, du travail tel qu'on le connaît. Et je crois que, encore une fois, nos sociétés ne sont pas préparées à ça. Oui, justement, sur l'emploi, vous êtes aussi un petit peu divisé. Il y a la disparition d'un certain nombre d'emplois et puis il y a la performance qui augmente grâce aux technologies. Et donc vous pensez que c'est quelque chose qui devrait pouvoir se partager entre tous. Ça, c'est une vision optimiste de ce qui se passe. C'est ce que je pense, mais pour autant, il faut que
il y a un vrai débat public d'idées pour qu'on puisse créer une société où le numérique est au cœur. Et ce débat est assez peu existant pour l'instant. Parce que lorsqu'on vous lit, on voit à la fois une sorte de main invisible, vous n'allez pas reconnaître ce terme-là parce que c'est pas votre philosophie nécessairement, main invisible dans la façon de penser positivement les changements à venir d'une certaine façon, et puis de l'autre côté, une vision keynésienne finalement du rôle de l'État. Vous oscillez un peu entre les deux? J'oscille effectivement entre les deux. Je pense qu'on rentre dans une période de forte régulation. J'étais hier d'ailleurs avec des économistes qui partageaient mon point de vue, qui me disaient qu'ils voyaient effectivement la même chose, c'est-à-dire des changements qui nécessitent de la régulation, et une régulation qui arrive d'ailleurs à certains endroits. Il y a eu un article récemment où vous étiez confronté à Pierre Bélanger, patron de Skyrock, qui vient de créer un livre, où il disait moi je suis Voltaire et vous êtes Rousseau. C'est-à-dire qu'il vous prête quand même un optimisme un peu béat finalement vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il faut avoir cette attitude un peu ouverte? Oui, j'ai un optimisme qui n'est pas béat, un optimisme pratique. C'est-à-dire que je crois que si on veut que ça se passe le mieux possible, il faut espérer et encore une fois, il faut réellement préempter cet univers et décider pour nous ce que la technologie pourrait décider sans nous. Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, plus que jamais, dans les universités françaises, je change un peu le sujet, mais de transdisciplinarité, comme on la voit au MIT, comme on la voit au Ternion de Haïfa, par exemple, qui n'existe pas en France? Alors, on commence à avoir un petit peu de transdisciplinarité, et je crois que c'est effectivement des choses qui sont comprises, notamment dans les écoles de management, c'est une discipline qui est comprise. Par exemple, il y a plusieurs écoles qui montent des chaires de data, sur la big data ou des choses comme ça, et c'est à la fois de la socio, des maths, du code, du design, et ces sciences sont un peu toutes réunies en une. Donc on commence à voir ce genre de choses. Je pense qu'effectivement, il faut pousser les feux, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, et on ne pourra que s'en féliciter plus tard. D'où est-ce que peut venir l'impulsion? Est-ce qu'elle doit venir de la classe politique, donc de Fleur Pellerin qui est en activité aujourd'hui, ou est-ce que finalement c'est la communauté web qui doit impulser des choses? Il faut les deux, évidemment. Il faut qu'il y ait une impulsion d'en haut. On a vu que le président s'est déplacé dans la Silicon Valley récemment et il faut s'en féliciter. Il faut que la société civile s'empare de ces enjeux. Et il faut qu'il y ait un débat. Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat politique qui n'a pas lieu à l'égard de ces enjeux. Et je crois que quand je parle de débat politique, c'est pas forcément un débat manichéen. C'est un débat contradictoire où les idées sont reines et où on peut vraiment imaginer le futur. Un dernier mot, où est l'entrepreneur qui est en vous actuellement? Il est très présent parce que je pense que c'est ça qui me pousse à aborder la rupture avec peut-être plus d'aisance que ne le font les politiques qui sont plus dans l'incrémentation. Et au-delà de ça, moi je suis toujours entrepreneur puisque je suis à bord de Captain Dash et j'y passe une certaine énergie. Bon, en résumé, ça va a priori plutôt bien se passer si on s'y met tous quand même. Le si est d'importance. Donc ça se passera bien si effectivement ça devient un enjeu de société et un enjeu vraiment total. Merci Gilles Babinet. Merci.